Oh! Oh! Je peux le mettre ici, je pense. Tu Ah vois ouais? ça encore? Ouais, je pense que ouais. Ok, c'est bon. OK, salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on affronte la pluie pour venir vous parler de domaine bioécologique. Non, pas du tout. On va parler de domaine bioclimatique. C'est vrai! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on brave la pluie pour vous parler de domaine bioclimatique. Vas-y, Alexis. Comment ça, mes hommes? Dis-moi, Alexis, c'est quoi un domaine bioclimatique? Salut tout le monde! Ok, ouais, faut rentrer dans le OK, salut tout le monde! Aujourd'hui, on brave la pluie pour venir vous parler de domaine bioclimatique. Alexis, c'est quoi un domaine bioclimatique? Un domaine bioclimatique, c'est défini évidemment selon le climat. Il y en a 7 au Québec. Donc, imaginez-vous des grandes régions dans lesquelles, sur des sols moyens, donc c'est ce qu'on appelle des stations mésiques, la végétation de fin de succession a tendance à produire les mêmes associations végétales. Donc ici, on est dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune, puis on voit qu'on est dans un peuplement de fin de succession. Et puis, ce qu'on voit, c'est une association entre le sapin baumier et puis le bouleau jaune. Donc, c'est représentatif du domaine. Par fin de succession, là, tu veux dire quoi exactement? En absence de perturbations sévères pendant un grand bout de temps, la forêt va avoir tendance à évoluer à la fois en composition et en structure. Donc, on va commencer souvent avec des espèces plus, qu'on va dire, de début de succession qui vont être des espèces qui sont intolérantes à l'ombre. Et puis, dans l'absence prolongée, là, on parle de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles sans perturbation sévère. On va se retrouver à favoriser des espèces plus tolérantes à l'ombre qui, elles, vont être capables de se maintenir pendant très longtemps dans le couvert avec des perturbations plus mineures. Génial. Alors ici, tu l'as dit, sapinière à bouleau jaune. Qu'est-ce qui caractérise la sapinière à bouleau jaune? D'abord, les deux espèces. Donc, on a une espèce très tolérante à l'ombre qui est le sapin, qui réussit à se régénérer en absence de perturbations sévères en établissant une banque de semis. Donc, on voit par terre, là, ici, je vois un semis de sapin baumier. Et ce semis-là, dans le fond, il est suffisamment tolérant à l'ombre pour s'installer. Et puis, il va attendre d'avoir une ouverture dans le couvert il va être capable d'attendre puis saisir une opportunité finalement. D'autre part, on a le bouleau jaune qui, elle, est une espèce, il s'agit d'une espèce de tolérance intermédiaire à l'ombre. Et celle-là va dépendre plus d'un autre type de perturbation, donc des perturbations intermédiaires. Donc, l'association de perturbations mineures, c'est de la mortalité d'arbres sur pied, mais de perturbations intermédiaires aussi va faire que le bouleau jaune va être capable de se perpétuer, de rester très longtemps dans le couvert forestier. Exactement. Puis les perturbations qu'on dit mineures et intermédiaires, là, de manière plus spécifique ici, c'est du chablis. Alors, quand il y a des grands vents, des arbres qui cassent. On en voit quelques-uns d'ailleurs derrière nous, là, il y a des arbres renversés. Qui montre bien ce type de perturbation-là. Puis le bouleau jaune, d'ailleurs, va être capable de se régénérer bien sur le bois mort ou sur les mottes de terre renversées par le chablis. Donc, c'est une des raisons qui explique que le bouleau jaune est capable de se maintenir dans ces peuplements-là. Oui, vraiment, il est très performant dans ce genre de... Dès qu'on relève la terre, etc. C'est vraiment un site qu'il adore et sur lequel il est très performant. Et il y a la tordeuse. C'est ça que j'allais dire. Quelle est l'autre perturbation? C'est la tordeuse, en fait, de bourgeon d'épinette qui attaque principalement le sapin, malgré son nom, qui parle de l'épinette. Mais
Son hôte là, vraiment de prédilection, c'est le sapin. Alors, et ne va pas attaquer du tout le bouleau jaune. Alors, ça va attaquer les plus beaux sapins, ce qui va créer des trouées. Dans des épidémies très, très sévères, ça peut devenir une perturbation qu'on dit jusqu'à intermédiaire parce que ça peut vraiment affecter là, presque tous les sapins du peuplement pendant plusieurs années. Ce qui fait en sorte que ça amène plus de lumière au sol. Et là, le bouleau jaune, qui est, comme on l'a dit, intolérant à l'ombre, est capable d'en profiter et de faire des semis là, qui vont finalement se développer dans le peuplement. Bon, là, la question devient, évidemment, est-ce que dans un domaine bioclimatique donné, ici, on est dans la sapinière à bouleau jaune, est-ce qu'il va y avoir des sapinières à bouleau jaune partout? Ben, la réponse, c'est non, hein, parce que, évidemment, on va vous montrer une carte là, du Québec, c'est 7 grosses zones. Ces zones-là ne sont pas, on ne retrouve pas que des sapinières à bouleau jaune dans la sapinière à bouleau jaune. Par contre, comme on l'a dit, c'est le peuplement qui pousse sur un sol mésique en absence de perturbations fréquentes. Par contre, si sur ce même territoire, le sol, justement, la station est moins, c'est pas une station moyenne, on peut dire. Premier facteur, le sol. Alors, un sol qui est pauvre, par exemple, ou un sol qui est particulièrement humide, va faire en sorte qu'on ne sera pas dans une sapinière à bouleau jaune. Alors ça, c'est un facteur qui est super important. Même si les conditions climatiques demeurent les mêmes. Donc, le sol va influencer. Deuxième facteur, ça serait? Tu l'as dit un petit peu, c'est les facteurs climatiques, finalement. C'est si on monte... Oui, les facteurs climatiques en font partie. Si on change d'altitude, par exemple, on peut changer de région écologique à l'intérieur d'un domaine bioclimatique. Exact. Donc ça, c'est le climat régional distinctif. Donc ici, on est sur le bord de montagne. Dès qu'on monte un peu, on va changer d'association végétale sur les stations moyennes, puis en fin de succession. Donc ça, c'est la notion de région écologique. Il y en a 29 au Québec. Donc là, on devient à une échelle un petit peu plus fine. Troisième facteur, ça serait les perturbations elles-mêmes. Donc, troisième facteur, les perturbations. Guillaume, peux-tu nous donner un exemple ici d'une perturbation qui va faire en sorte qu'on n'aurait pas une sapinière à bouleau jaune qui reviendrait? Bien, une perturbation naturelle, ça pourrait être un chablis qui est vraiment important, là. Un chablis qui va affecter sur d'immenses hectares, ce qui est quand même assez rare. Sinon, un feu. Ouais. Un feu qui est très important aussi. Ou une coupe totale. Une coupe, ben c'est ça que j'allais dire. Une perturbation faite par l'homme, ben, ça serait une coupe totale. On pourrait venir faire une coupe totale ici. Puis à très, très, très long terme, ça va tendre encore une fois vers la sapinière à bouleau jaune. Mais ce qui va repousser tout de suite après la coupe totale, ce sera probablement pas une sapinière à bouleau jaune. Là. Ça va être dominé par des essences qui sont intolérantes. Alors, on en voit un petit peu encore des vieux bouleaux à papier qui sont cassés et qui sont en train de se décomposer. Bien, justement, c'est plus... Il pourrait avoir le sapin aussi, une espèce très tolérante qui est déjà installée. Ouais. Donc, on pourrait passer vers une sapinière à bouleau blanc ici. Bien, j'ai l'impression que c'est ça qui reviendrait ici. Avec la présence de sapins, plus les gros bouleaux blancs qu'on voit qui sont morts, mais qui étaient présents avant dans le peuplement, c'est que ça va revenir à sapinière. Là, on voit qu'il y a des semenciers pas loin, vous ne le voyez pas à l'écran. J'aimerais ça, en terminant pour ce bout de capsule-là, Guillaume, qu'on aille décrire un peu plus ce qu'on voit. Donc, on va descendre dans... Ici, là, vous voyez que j'ai un jeune sapin baumier ou un petit sapin baumier. La forêt a une structure où est-ce qu'il y a beaucoup de grandes tiges, mais il y a aussi des tiges plus petites. Et donc, c'est, je dirais, de structure assez irrégulière. Vous voyez encore d'autres sapins ici. Es-tu capable de nous montrer un bouleau jaune, Guillaume? Je ne sais pas s'ils vont le voir, mais il y a 3 beaux gros bouleaux jaunes là, derrière nous. Là. 1, 2, 3, puis il y en a un magnifique ici, d'autres là-bas. Alors c'est dur de tout vous montrer, mais il y a beaucoup de... Dites-vous que les arbres qui sont dominants, c'est des bouleaux jaunes. Alors des gros bouleaux jaunes qui sont là, des arbres semenciers. Et finalement, bien, la régénération est vraiment dominée. La petite régénération, c'est vraiment dominé par des petits semis de sapins qui sont là justement parce que le sapin est tolérant à l'ombre. Le sapin est capable d'installer une belle banque là, de semis. Et quand il y a une perturbation là, le moindrement faible, comme la mortalité d'un gros bouleau jaune, bien là, ces semis-là sont capables de vraiment là, prendre leur place. Parlant de bouleau jaune, c'est ça, j'en ai un ici. Il y en a un autre là, il y en a d'autres par là. Et ici, il y a une espèce qui va se maintenir dans la sapinière à bouleau jaune, qui est moins belle. En fait, ici, on a un érable rouge. Donc, il y en a quelques-uns. Il peut remonter là, dans la sapinière à bouleau jaune. Puis finalement,
c'est pas impossible aussi de trouver des érables à sucre. Donc on en voit un ici, le tout petit qui a les feuilles jaunes ici, qui était dans l'écran, si je me souviens bien. Bien, ça ici, c'est un érable à sucre, donc c'est possible. Donc il s'est retrouvé ici parce que ben, autour, il y a des peuplements un petit peu plus riches. Et puis, il a réussi quand même à se régénérer, mais on voit qu'il ne dominera jamais une station comme celle-ci. Donc, pour la sapinière à bouleau jaune, je pense que ça fait le tour. Guillaume, j'ai le goût qu'on aille voir d'autres choses. On devrait aller voir. La sapinière à bouleau blanc! OK, super, allons-y! Allons-y! OK! Ici, on vient de changer complètement de peuplement. On est dans une érablière. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Alexis? Donc, on est encore dans le même domaine bioclimatique. Mais là, on s'est promené un petit peu dans la forêt, puis là, on est dans un bas de pente. Donc, la pente ici là, est quand même assez prononcée vers le haut. Ce que ça fait, c'est que ça va faire descendre des particules de sol, mais aussi des éléments nutritifs qui vont faire en sorte que la station forestière, donc le sol, on parle de dépôt, ça c'est le type de sol, le drainage, puis la pente, sont un petit peu plus, sont un peu changés par rapport à ce qu'on voyait tantôt dans la partie de la sapinière à bouleau jaune. Donc, ça fait en sorte que le milieu est un petit peu plus riche. Donc, le sol, en termes de fertilité de station, de fertilité du sol, va faire en sorte qu'on va avoir des espèces qui vont normalement se retrouver un petit peu plus au sud dans notre cortège, dans notre association végétale de fin de succession. Donc, encore une fois, ce qu'on retrouve, on voit derrière Guillaume, ici, on a un bouleau jaune. Et on a plusieurs érables à sucre qui sont là. Et puis, c'est notre végétation qui va caractériser le domaine qui est juste un peu au sud de nous, qui est l'érablière à bouleau jaune. Exactement. Puis ça, ben, c'est ce qui domine finalement l'érablière à bouleau jaune en termes de perturbations naturelles. C'est des perturbations qui sont mineures. Qu'est-ce qu'on veut dire par perturbation mineure finalement? C'est des gros arbres qui cassent, qui meurent, qui ont de la sénescence pour différentes raisons à cause qu'ils développent tout plein de types de défauts durant leur vie. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir la capsule qu'on fait sur la qualité, sur la vigueur. Je l'ai rendue disponible pour le laboratoire 2, où on montre justement pour le cours le stage là en sylviculture, on montre plein d'exemples justement de défauts. On ne se va pas là, dans le cours de fondement, on ne va pas à vous demander de vous pratiquer à identifier des défauts, mais sachez que c'est le genre de choses que les arbres développent avec le temps, que ce soit des chancres, des sporophores, des fentes, etc. Alors, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, l'arbre, il se fait attaquer par des insectes ou par des pathogènes. Finalement, ça crée sa mort. Et c'est des gros arbres dominants qui ont une très, très, très grosse cime, qui finissent par casser, tomber. Et là, ça crée de la lumière dans le peuplement. Pas beaucoup de lumière, ce qui fait en sorte qu'en général, ça reste que c'est l'érable à sucre qui est favorisé. Et justement, ici, là, on est entouré de beaux semis d'érable à sucre. Hein. C'est une essence qui est tolérante à l'ombre, alors s'installe très bien là, sous le couvert forestier. Mais quand même, parfois, quand il y a des gros arbres comme ça, qui se fait renverser par le chablis, ça crée un super de beau lit de germination pour le bouleau jaune. Ça ouvre quand même beaucoup, ce qui fait en sorte que le bouleau jaune est quand même capable de s'installer à gauche, à droite, sans devenir vraiment l'essence dominante. Bien, c'est ça, ça reste que il s'installe quand même très bien, puis il est capable là, de croître dans un environnement comme ça, dans ce genre de perturbation-là. Alors, c'est vraiment, là, dites-vous que c'est autre que la sénescence, sinon, comme perturbation naturelle, il y a la livrée des forêts, qui est un insecte, finalement, défoliateur, qui attaque l'érable à sucre. La livrée, souvent, là, ça reste que c'est des épidémies qui ne sont pas des épidémies là, extrêmement sévères où tous les arbres vont mourir. L'insecte va s'installer dans le peuplement, va attaquer les feuilles, donc joue vraiment sur le potentiel photosynthétique de l'arbre, et parfois peut revenir plusieurs années. Ce qui fait en sorte que ça va affaiblir la vigueur des arbres sur plusieurs années, ce qui fait en sorte que là, justement, les arbres sont moins vigoureux, sont plus enclins à développer des défauts ou même vont être plus vulnérables à des événements climatiques, hein, comme des sécheresses ou des choses comme ça, ce qui fait en sorte que ça crée quand même de la mortalité. Et là, bien justement, la livrée, c'est un exemple où là, dans un peuplement, il peut avoir quand même plusieurs mortalités. Et là, encore une fois, ça va favoriser le bouleau jaune. Donc, ici, rien de majeur, Guillaume. Pour faire c'est-à-dire, excusez-moi, rien de majeur par rapport aux perturbations, ou très rarement, il existe des perturbations majeures, mais leur intervalle de retour est très, très faible, ce qui fait en sorte, en fait, qu'on retrouve souvent la végétation de fin de succession dans des sites comme celui-ci. Pour faire un lien avec la matière du cours, ici, il faut dire qu'on n'a pas changé de domaine bioclimatique.
On n'a pas changé de région écologique non plus. On est juste très très près là, de où on était tantôt dans la sapinière à bouleau jaune. Ce qui a changé en fait ici, c'est le type écologique. Donc vous allez voir dans la classification écologique, là, le type écologique, c'est une échelle beaucoup plus fine, puis c'est relié aux caractéristiques permanentes de la station, c'est-à-dire le sol avec son dépôt, son drainage et sa pente. On devrait aller voir un autre type de forêt. Ben oui! Qu'est-ce que tu as en tête? J'aimerais bien ça voir une sapinière à bouleau blanc comme on pensait qu'on allait voir, mais il va peut-être falloir marcher plus loin. Allons-y! Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous voilà dans une sapinière à bouleau blanc. Donc, Alexis, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, ici, encore une fois, on est encore dans le même domaine bioclimatique qui est celui de la sapinière à bouleau jaune. On est encore dans la même région écologique. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué de monter, puis là, on est rendu plus en haute pente. En haute pente, là, ici, on a des conditions de station un petit peu moins fertiles. Ce qui fait qu'on va avoir un cortège d'espèces qui ressemble plus à ce qu'on va retrouver au nord, dans l'autre domaine bioclimatique qui se retrouve au nord de nous, c'est la sapinière à bouleau blanc. Qu'est-ce qu'on a donc comme association végétale? Ben, c'est du sapin baumier encore en grande partie, mais il y a aussi de l'épinette blanche qu'on peut retrouver ici, qu'on va retrouver aussi de l'épinette noire parfois, et on en voit derrière nous là, des plus jeunes bouleaux à papier. Il peut y avoir, derrière Guillaume, il y a encore un bouleau jaune. Donc, on peut avoir encore quelques espèces de l'érablière, de la sapinière à bouleau jaune, mais c'est ça, ils vont devenir plus rares. Et donc, qu'est-ce qui fait ici qu'on se retrouve avec ça? Ce sont les conditions. Donc, encore une fois, le type écologique qui a changé. Maintenant, pour le nombre, pas le nombre, mais le type de perturbation qu'on a ici, Guillaume, ça ressemble à quoi dans la sapinière à bouleau blanc? Donc, ici, on se rapporte au domaine bioclimatique. La sapinière à bouleau blanc, ça ressemble un peu à ce qu'on a parlé avec la sapinière à bouleau jaune. C'est des chablis et de la tordeuse de bourgeon d'épinette. La grosse différence, c'est l'intensité des perturbations et l'intervalle de retour. Alors, dans la sapinière à bouleau blanc, les perturbations sont plus sévères. Hein? C'est des plus grosses épidémies, ça frappe plus fort parce qu'il y a plus de sapins. Vraiment, là, la tordeuse, c'est là où il y a des épidémies parfois qui touchent là, des milliers d'hectares. Vraiment, là, c'est beaucoup plus sévère. Et même chose pour les chablis, c'est des plus gros chablis, des plus gros vents, ça renverse plus. Ce qui fait en sorte que les peuplements sont perturbés à un intervalle plus court. Les perturbations, en plus d'être plus sévères, ils reviennent plus rapidement dans le temps. Alors ça, combiné, donc, on a plus souvent de la lumière, hein, ce qui favorise des espèces de lumière comme le bouleau à papier et le peuplier. Et aussi, c'est ça aussi, le fait que le site est... les sites, le sol est moins riche, ben, ça fait en sorte que là, il y a moins de place pour l'érable, pour le bouleau jaune, etc. Ce qui fait en sorte que alors, c'est vraiment ça qui est typique, là, je pourrais dire, là, de la sapinière à bouleau blanc. Donc, si je comprends bien, notre végétation de fin de succession comporte une espèce qui est très tolérante à l'ombre, qui est le sapin baumier, mais elle va avoir aussi une espèce qui est moins tolérante à l'ombre, donc une espèce de début de succession qui est toujours présente, même dans la végétation de fin de succession, parce que l'intervalle des perturbations est quand même assez fréquent, ou assez court, on devrait dire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, ça reste que c'est complètement différent. C'est ça, c'est des peuplements qui sont beaucoup perturbés, puis on en entend quand même souvent parler pour ceux qui se tiennent au courant un peu de ce qui se passe là, en foresterie puis dans nos forêts. Bien, on entend souvent parler des épidémies de tordeuse de bourgeon d'épinette sur la côte nord, là, dans la sapinière à bouleau blanc. C'est pas des catastrophes exceptionnelles qui arrivent très rarement. Là. Il y en a à chaque année. À chaque année, il y a des milliers d'hectares qui se font ravager par la tordeuse. Alors, c'est ça, c'est une perturbation qui est là et qui est, beaucoup plus sévère et plus fréquente que la sapinière à bouleau jaune. Donc, dans les dernières années, c'est ça, effectivement, à chaque année, depuis peut-être une dizaine d'années, mais le cycle là, de montée en épidémie puis de période où là, la population est beaucoup plus faible est souvent de 30-40 ans. Donc, la dernière épidémie avait été dans les années 70-80, puis là, on en vit une nouvelle aujourd'hui. Est-ce qu'on va voir de la végétation représentative d'un autre domaine bioclimatique? On va essayer. On va essayer d'aller trouver de la paissière, c'est pas évident.
On peut continuer de monter, mais je vous garantis que ça commence à être à pic un peu. Sinon, on va en trouver d'autres ailleurs. Mais donc, retenez là qu'on a vu l'érablière à bouleau jaune. On a vu de la sapinière à bouleau jaune et de la sapinière à bouleau blanc. C'est tout dans le même domaine climatique qui est de celui de la sapinière à bouleau jaune, mais en changeant de type écologique, parce que le dépôt, le drainage, la pente change, bien, on change de végétation de fin de succession. Donc, on va aller voir ça. Yes, c'est ça qui nous manque, la paissière. Allons-y! Allons-y! OK, alors, on l'a finalement trouvé, notre paissière. Alors, Alexis, explique-nous qu'est-ce qui fait qu'ici, on a les 2 pieds dans une paissière? Je vous rappelle qu'on est toujours dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune. Et ici, on est sur un affleurement rocheux, un cran rocheux, ce qui fait en sorte que la station est moins fertile. Le sol est moins fertile, le sol est aussi excessivement drainé. Ce qui fait en sorte qu'on a une association végétale qui est plus typique des forêts du Nord, de la forêt boréale, c'est-à-dire la paissière à mousse. Donc ici, on va définir la paissière avec évidemment le fait que l'arbre d'essence dominante, c'est l'épinette noire. Mais ce qui caractérise aussi la paissière à mousse, c'est que le sol est souvent couvert de mousse, tout simplement. Et il y a bien sûr des espèces compagnes qu'on va retrouver dans ces paissières-là, mais comme par exemple le sapin baumier, il peut y avoir le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble, le pin gris, mais la végétation de fin de succession est surtout caractérisée par la présence d'épinettes noires. Mais ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas seulement que la végétation de fin de succession qui est caractérisée par la présence très très abondante d'épinettes noires, c'est aussi la végétation de début de succession, et ça, c'est expliqué par les perturbations. Guillaume, veux-tu nous parler des perturbations dans la paissière à mousse? Oui, alors, dans la paissière, les perturbations, c'est le feu. Alors, c'est vraiment ça, c'est la perturbation principale. C'est les grands feux, nos grands feux de forêt qu'on parle. T'sais, on est vraiment là dans l'immensité boréalie là, du territoire québécois et canadien. Il y a des grands feux de forêt dans le nord. Alors, quand on est passé là, la sapinière à bouleau blanc, c'est vraiment là qu'on rentre dans la paissière et que, dans le fond, plus au nord. Et c'est là que c'est les feux qui dominent. Et donc, c'est des feux qui sont des feux qui peuvent être très, très sévères et qui peuvent brûler plusieurs milliers, encore une fois, d'hectares. Et bon, l'épinette noire a un cône qu'on dit sérotineux, donc un cône qui est capable de survivre au feu, même qu'il s'ouvre après un feu grâce à la chaleur. Ce qui va faire en sorte, c'est un petit cône là, noir, justement, qui a l'air un peu cireux. Et c'est ça, ça fait en sorte qu'après le feu, il va ouvrir, le cône va ouvrir, et là, les graines vont tomber. Il peut se reproduire comme ça de manière sexuée. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant. Le pin gris aussi est comme ça. Le pin gris a besoin d'un feu pour se reproduire, sinon ses cônes vont tout simplement pas s'ouvrir. Alors c'est vraiment là, dites-vous que c'est des espèces qui sont spécialisées pour se reproduire en temps de feu. Par contre, ce qui est particulier avec l'épinette noire, c'est que s'il n'y a pas de feu, et donc c'est un peuplement qui est mature, qui est rendu à maturité, l'épinette noire est capable de se reproduire grâce au marcottage. Et en gros, le marcottage, c'est une branche basse d'un arbre, qu'on pourrait dire celle-là si jamais elle était encore en vie, qui va vraiment rentrer dans le sol, et là, il va y avoir une différenciation là, des cellules, et là, vraiment, il y a un petit arbre qui va repousser. Ici, on a un restant. Par exemple, si je tirais là-dessus, je serais capable de... je serais capable de me rejoindre, de retourner probablement à cet arbre-là. Là, donc, c'est une marcotte ici qu'on retrouve dans notre forêt comme régénération, mais à l'ombre. Exactement, c'est donc un clone, là, littéralement. L'arbre se clone, il rentre ses branches dans le sol et là, il se clone. Alors, des paissières peuvent se multiplier même s'il n'y a pas de feu. Alors, c'est une espèce extrêmement bien adaptée au feu et à l'absence du feu. Il y a vraiment là, puis honnêtement, l'épinette noire est une plante absolument fascinante avec une niche écologique gigantesque. On trouve justement de l'épinette noire ici, en fait dans le sud du Québec. On en retrouve même aux États-Unis. Puis ça monte, ça monte, ça monte. Tu sais, la limite nordique des arbres, il y a encore de l'épinette noire et son espèce compagne qui est surtout le mélèze, mais c'est vraiment là, c'est un arbre qu'on retrouve partout, qui trouve une façon de survivre, justement, et c'est extrêmement impressionnant finalement, la quantité d'épinette noire qu'on a sur le territoire.
Ben oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive à dominer un aussi grand biome, finalement, c'est qu'elle est à la fois une espèce de début et de fin de succession. Et donc, ça m'amène, Guillaume, on a réussi à voir, on était dans un seul domaine bioclimatique, puis on a réussi, il a fallu marcher beaucoup, mais on a été capable de voir des peuplements qui sont typiques d'autres domaines. Donc, on a vu l'érablière à bouleau jaune, on a vu évidemment la sapinière à bouleau jaune, on a vu la sapinière à bouleau blanc, on a vu aussi la paissière à mousse dans ce cas-là. Si on allait plus au nord, on aurait la paissière à lichen. Ben, la paissière à lichen, dans le fond, c'est sur des milieux encore plus pauvres, souvent des drainages encore plus rapides sur du sable, un peu comme le pin gris, mais encore plus au nord, alors un climat beaucoup plus aride, beaucoup plus froid. Et c'est encore une fois dominé par les feux. Alors même qu'à cette hauteur-là, il n'y a plus aucun insecte, c'est vraiment les feux de forêt dans la paissière à lichen qui dominent. Si on allait plus au sud, là on aurait d'autres domaines bioclimatiques. En fait, il nous en manque deux au Québec qu'on n'a pas vus. Il y a l'érablière à tilleul, ça c'est ce qu'on retrouve dans la région de Québec. Et puis si on va, pendant qu'on a des coureurs qui passent derrière nous, si on va encore plus au sud, il y a l'érablière à carrier. Donc encore une fois, dans les milieux plus au sud, sur les stations moyennes, ou ce qu'on appelle les stations mésiques, les arbres qui vont dominer, ça sera dans la région de Québec, puis même ça va jusqu'en Outaouais, l'érablière à tilleul. Donc le tilleul d'Amérique va être l'espèce compagne qui va remplacer le bouleau jaune dans ce cas-là. Il est encore présent dans ces forêts-là, mais moins présent. C'est ce qui explique le changement de domaine bioclimatique. Puis si on va encore plus dans des conditions favorables, encore plus au sud, c'est l'érablière à carrier cordiforme qui va être notre domaine bioclimatique. Là, on en a dans la région au sud de Montréal, par exemple, en Montérégie, c'est l'érablière à carrier cordiforme. Évidemment, ça prend vraiment là, des sols super riches. C'est des forêts très, très productives avec beaucoup d'essence. Et c'est ça, là, on les retrouve là, dans les basses terres du Saint-Laurent, puis plus au sud. Mais c'est ça, on n'en voit pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais ils sont là quand même. Ouais. Mais dites-vous qu'en général, si vous vous promenez au Québec dans une érablière, il y a de fortes chances que ce soit une érablière à bouleau jaune. Oui, parce que c'est ça qui est le plus grand domaine de l'érablière. Donc, retenez quels sont les 7 domaines bioclimatiques, mais retenez aussi que dans un domaine bioclimatique, les changements soit du climat régional vont faire en sorte, ça souvent ça va être des différences d'altitude qui vont faire en sorte qu'on va avoir des régions écologiques à l'intérieur d'un grand domaine bioclimatique. Rappelez-vous aussi que les conditions de la station de manière plus locale peuvent changer et lorsqu'elles changent, bien, ça peut faire en sorte, dépendamment si le sol est plus ou moins fertile, qu'on retrouve des cortèges d'espèces de fin de succession qui sont plus typiques de ce qu'on va retrouver soit plus au sud ou soit plus au nord. Et là, à ce moment-là, on va dire que c'est le type écologique qui va changer. J'espère qu'on a pu rendre ça plus concret pour vous. On a eu bien du plaisir à préparer ça. Puis, évidemment, on va consolider tous ces apprentissages-là en classe. Exactement, très bien dit. Alors, à bientôt! À bientôt!